Lorsque je travaillais dans mon premier escape game, j'avais l'habitude de préparer mes joueurs avant la partie en les mettant sous tension, afin qu'ils se donnent à fond une fois dans la salle. Avec l'expérience, j'ai fini par me créer un personnage mêlant humour, énergie et une bonne part de sadisme. J'adorais leur faire croire que Régis, un personnage fictif, allait bien s'occuper du groupe dès que la porte se serait refermée sur eux. Ça me permettait de repérer les stressés et de les garder toujours en alerte. Un jour, une nouvelle Game Master fut recrutée dans l'équipe, et elle me regardait faire mes briefings avec ce personnage pour voir comment je m'y prenais et assimiler le métier. Quelque temps plus tard, j'ai reçu un appel d'une amie qui était dans une période compliquée, et la nouvelle recrue m'a entendu la rassurer quelques minutes avant de raccrocher. Il y a eu quelques secondes de silence, puis elle a fini par me dire « Mais t'es gentil en fait !» Pour ce nouvel épisode, on va donc parler des masques du Game Master. Et vu qu'on en porte tous un différent, j'ai donc demandé à plusieurs collègues francophones de me donner leur point de vue sur la question. Donc prenez des biscuits et quelque chose à boire, on en a pour un petit moment. C'est parti. Vous le savez bien, on a tous tendance à adopter un comportement différent lorsqu'on est entre amis et lorsqu'on est au travail. Ça peut aller de la légère politesse courtoise à la franche hypocrisie, mais c'est quelque chose qui est attendu de nous, que l'on fasse bonne figure en société et qu'on soit raccord avec les aptitudes demandées par l'employeur. Cela vaut encore plus dans les métiers au contact de la clientèle, standardiste, agent d'accueil, animateur ou vendeur, on doit se constituer une identité, un masque professionnel pour coller au tableau. Les Game Masters n'y font bien sûr pas exception. Entre les groupes de joueurs à gérer, les appels téléphoniques et la promotion des autres salles, on passe en gros une bonne moitié de notre temps, si ce n'est plus, au contact d'autres personnes. C'est d'autant plus important car on doit pouvoir gérer de la mauvaise foi, de la frustration ou des conflits larvés qui explosent lors des parties. Du coup, il faut savoir tenir le rôle même quand les choses s'enveniment dans une session, car on ne peut clairement pas se montrer blasé ou distant alors que le cœur même de notre activité est de vendre du rêve et de le faire vivre aux autres joueurs. Alors, si vous n'y croyez pas vous-même, la magie ne prendra pas, et alors là, autant fermer boutique. Oui, enfin d'un autre côté, les escapes ouverts en ce moment... Je serais toi, je finirais pas cette blague. T'es vraiment pas drôle. Mais rester pro devant un groupe n'est pas toujours suffisant selon l'enseigne dans laquelle vous allez. Il peut vous être demandé d'incarner un personnage qui va raconter le scénario avant que les joueurs ne rentrent en salle, voire même de les accompagner au fur et à mesure de l'aventure en leur donnant des conseils de vive voix tout en restant dans votre rôle. Ce n'est donc pas un mais deux masques que le Game Master doit savoir maîtriser, car la situation peut évoluer très vite d'un instant à l'autre pendant la partie. Qu'un joueur se blesse, s'énerve ou succombe à la pression du jeu, il faut savoir jongler entre le rôle d'acteur et de Game Master pour répondre au mieux à chaque situation. C'est une limite qui n'est pas toujours facile à appliquer et parfois encore plus compliquée à situer, donc aujourd'hui on va étudier un petit peu tout ça ensemble. Si vous avez regardé les précédents épisodes de Cours 101, et si c'est le cas, félicitations, vous êtes de super abonnés, vous commencez à connaître maintenant le métier du Game Master. Mais en écrivant cette chronique, je me suis rendu compte que l'image qu'on donne en tant que simple employé peut être tout aussi cruciale pour l'activité d'une entreprise que de bien savoir gérer une partie. Selon ce que veut dégager l'escape game en termes d'aura auprès de sa clientèle, il n'y aura pas le même standing, les mêmes exigences qui vont être demandées à un employé, et donc certaines compétences vont être plus primordiales que d'autres sur la fiche de poste. Ça va dépendre de plusieurs facteurs bien sûr, mais déjà entre un escape game qui a été fait par cœur et un autre par passion, ça va changer pas mal la donne, et donc ce qu'on attend du personnel également. Toi donc ton but ça va être de satisfaire le client, de faire en sorte qu'il mette à bon avis à TripAdvisor et lui donner envie de revenir. En fait, quelque part, c'est tout simplement de ramener des sous, d'accord ? Et pour ça, tu vas avoir un travail d'acteur, donc qui va être basé sur l'immersion, d'accord, principalement. Mais tu vas aussi avoir un travail de commercial puisque tu vas vendre ton entreprise, et tu vas aussi avoir un travail de game master, hein, c'est-à-dire tu vas être derrière l'écran, à faire un bon retour aux clients, etc., etc. On a donc ici un aspect polyvalent, mais surtout une vision commerciale de l'employé qui est très intéressante. Parler des salles, savoir vendre des sessions, c'est très intéressant bien entendu, mais ce qu'incarne le Game Master auprès des clients comme de son enseigne est tout aussi fondamental. Il va représenter la vitrine de votre escape game, car c'est lui qui va incarner son esprit, son savoir-faire, son image de marque, il va garder l'immersion, s'occuper de l'ambiance et de la progression des joueurs, bref, il est au centre de tout. Car un bon Game Master va pouvoir vous rendre bonne une salle plutôt moyenne en compensant ses défauts par plus d'immersion, plus d'improvisation ou plus d'humour par exemple. Du coup, maîtriser son image en tant qu'employé n'est plus une simple politesse, mais devient le fer de lance d'une enseigne pour le bouche à oreille et donc un outil promotionnel. Descends un peu là. Si la salle est bonne, on s'en fout que le mec soit à la ramasse. Tu dis ça comme si vous étiez tous essentiels là. Je peux prendre n'importe quel gars qui passe avec un BAFA, l'embaucher et bah quoi ?
Ouais, c'est moi, vous en êtes où là? Ah d'accord, ok. Vous avez regardé derrière le tableau ou pas? Ah, vous avez résolu l'énigme. Ah bon, super, ok. Vous avez regardé sous le tapis? Ah, vous avez la clé aussi? Ah bon, nickel. Bon, bah, dans 5 minutes alors. Non, pas d'indice tout de suite. Non. Parce que c'est pas l'heure, faut attendre 5 minutes. Voilà pourquoi. Bon, ça a été du coup? Ouais, ça vous a plu? Tout va bien? On va faire une petite photo, pas de questions? Si? Quoi? Ouais, non, cette énigme-là, elle est longue, enfin, j'aurais jamais vraiment bien à l'expliquer, mais c'est pas grave. Bah, de toute façon, si vous l'avez ouverte, de toute manière, c'est que c'est bon, enfin, vous avez compris, quoi. Bah, de toute façon, oui, non, mais oui, vous êtes resté un peu longtemps dessus, mais oui, bon, 10 minutes, d'accord, mais ça s'est ouvert, finalement. Oui, bah, voilà, c'est que vous l'avez fait. Non, c'est pas moi qui... Mais non, c'est pas moi qui l'ai ouvert, bon. Par contre, c'est pas vous pour vous presser, mais on a un groupe après, donc si vous pouvez prendre la photo maintenant, hein, on va peut-être y aller, hein, bon. Vous aurez beau avoir la meilleure salle du monde, si le mec derrière les caméras n'est pas ce qu'il fait ou qu'il n'a pas envie d'être là, même une salle au top niveau ne pourra pas le rattraper. Il doit être clair, sympathique, efficace et rapide d'esprit. Ce sont des atouts. Il doit être présent pour encadrer tout en instaurant un climat de convivialité et de bonne humeur propice au jeu et surtout faire en sorte que tout le monde passe un bon moment. Il y a donc un aspect animation plus traditionnel, avec une énergie positive, ludique, qui va vous donner envie de jouer, mais ça demande d'avoir en soi tout ce dont doit faire preuve un animateur de colo standard. Le sourire, la pédagogie, la réactivité, et bien entendu le plus important, un énorme stock de cocaïne! Moi, je trouve que la base même d'un Game Master, pour ma part, c'est déjà d'être un bon animateur, quelqu'un qui humainement va apporter quelque chose à ton groupe, et tu rajoutes de la comédie dedans. Alors, être acteur dans un escape game, qu'est-ce que ça implique finalement? Est-ce qu'il faudra porter un costume, réciter des répliques par cœur ou rester dans la salle en faisant semblant d'enquêter? Tout va dépendre du standing et des moyens de votre enseigne. Dans mon premier escape game, il fallait juste raconter le scénario en y mettant quelques vannes et ça s'arrêtait là. Pas de costume, pas de personnage, rien du tout. Dans ces cas-là, il faut souvent mettre la double dose en énergie pour compenser ce problème et donner envie aux joueurs. Et c'est pas toujours évident quand certains n'ont déjà pas forcément envie d'être là à la base. T'as des enseignes qui ont des super salles, mais qui se contentent de débiter les consignes. Et ça, c'est pas intéressant. Si le synopsis, il est à peine mâché, t'as aucune introduction, t'as pas de costume, t'as pas d'intonation, t'as que dalle. Et ça casse un peu le truc parce que tu passes du... Enfin, c'est comme dans Sliders, tu passes d'un monde à l'autre. Mais sans transition et sans l'aspect humain, et tu sais pas trop pourquoi. T'es pas prêt. Donc la théâtralisation aide à dire vous entrez dans un autre monde l'espace d'une heure. Mais lorsque j'ai rejoint ma deuxième enseigne, on m'a enfin permis de faire des briefings de scénario dans la peau d'un vrai personnage. C'était d'un gardien de prison strict et qui criait pas mal, puis ça a été un autre scénario avec un concierge flippant dans une académie de magie. C'était des archétypes autoritaires, donc c'était super facile pour faire une transition entre les règles et le jeu en lui-même. C'est très pratique également pour s'adapter à qui on a en face. On peut y aller doucement sur la performance d'acteur avec un groupe un peu timide, tandis qu'un autre groupe agité ou ivre par exemple se laisse recadrer bien plus facilement quand un mec en costume d'officier se met à pousser une gueulante pour avoir le silence. Ça surprend certes, mais dans l'inconscient il y a une logique qui s'installe. Le monsieur est en habit de sergent-chef, il rappelle ses troupes à l'ordre, c'est normal, il est dans son rôle. Un truc difficilement justifiable quand le Game Master est habillé comme tout le monde, même si ça fait 5 minutes qu'il essaie de vous expliquer les règles du jeu, et que ses nerfs finissent par lâcher après une très longue journée. Cela dit, attention quand même à jouer un personnage cohérent avec l'univers de la salle. C'était plus un mélange de moi et de mon rôle d'enquêtrice. Je n'ai jamais fait ça auparavant et je suis d'un naturel plutôt introverti. Il n'y a que sur la fin de mon contrat où nous avons eu un stage de théâtre. La maîtresse de stage nous a fait travailler des persos avec lesquels on se sentait à l'aise, mais qui ne correspondaient pas à l'image de l'escape. C'était dommage. C'est un équilibre à trouver car chaque Game Master est différent, ne serait-ce que par la voix ou la taille, et du coup, pour un même rôle, vous n'allez pas forcément jouer le même personnage que vos collègues. Si on vous demande de jouer un sergent-chef autoritaire par exemple, ce sera beaucoup plus facile pour un mec de 2 mètres de haut avec une voix forte d'instaurer le respect, tandis que pour une fille en dessous le 1m60, ça va être plus compliqué et il lui faudra beaucoup plus de répartie pour se faire prendre au sérieux et calmer tout le monde. Je vous rassure tout de suite, soldats, vous trouverez à l'intérieur du bunker du papier et du crayon pour pouvoir prendre des notes ou poser vos calculs si vous en avez le besoin. Nous, on travaille dans la banque, monsieur. On n'en aura pas besoin. Vous, peut-être, mais... 6 x 7 Hein attendez, j'ai pas mon portable. Je le sors, hein. Attendez. Donc, je disais pour les autres, vous pourrez trouver à l'intérieur du bunker...
Je réalise que le rôle nous donnait une certaine liberté de ton, plus difficile à avoir en tant qu'employé, soumis à un respect et à une politesse plus poussée envers la clientèle. Le fait de donner des ordres, de pas passer à « Ah, s'il vous plaît, pourriez-vous » à « Faites-le, faites ceci », tu vois, déjà tu donnes, tu changes pas de ton, mais de discours. Tu changes de discours, parce que t'es moins dans la demande, t'es plus dans le « Bah, vous me suivez, c'est même pas une question, voilà ». Et à ce moment-là, tu passes d'un statut de « Ah, bah, on a payé la personne pour qu'elle nous fasse, donc elle nous sert », à « Ah, mais ce mec... Ah oui, merde, ce mec-là, qu'est-ce qu'il nous demande ? Non, il nous demande pas. » J'ai trouvé 42. Ce gentil Michel me c'est un peu trop tard. Faire un briefing en personnage, à l'aide d'une cape, d'une baguette magique, et performer les règles et le synopsis, c'est tellement plus agréable. Les équipes tendent à porter plus attention, à moins interrompre, si la performance est intéressante du moins, et aussi à retenir mieux ce qu'on a dit. Effectivement, raconter un scénario dans la peau d'un personnage permet aux joueurs de mettre un pied dans l'univers de la salle, et l'immersion commence alors avant même qu'il n'y soit rentré. Certains Game Masters s'arrangent même pour intégrer les règles de sécurité d'un escape game dans l'imaginaire de la salle pour leur donner une raison d'être et une cohérence pendant la partie. Ça peut être par exemple d'expliquer à vos joueurs qu'ils partent en mission dans un sous-marin, et que s'ils forcent ou qu'ils arrachent le décor, ça peut créer une avarie qui va noyer toute l'équipe. On appelle ça une explication intradiégétique, c'est-à-dire qui est intégrée à l'univers, à l'imaginaire, à la narration de l'histoire. Et là, on vient de perdre le public des moins de 18 ans. Bien entendu, n'oubliez pas à la fin de la partie de revenir à un rôle plus neutre, histoire de pouvoir faire un débriefing au calme. C'est là que tu vas sortir un peu de ton personnage à la limite. Typiquement dans les salles d'horreur, en plus ça se fait énormément de juste laisser tomber le personnage d'un seul coup une fois que la salle est terminée. Pour plusieurs raisons, déjà pour soulager le joueur, parce que bon, il vient de passer une heure, n'empêche, entre les griffes d'un tueur en série, il a peut-être besoin de respirer maintenant. Et en plus de ça, c'est compliqué de débriefer en tant que tueur en série, tu vois, tu vas pas faire ouais, vous avez super bien passé mon piège à loup, enfin tu vois, c'est ridicule. Non, tu vas juste parler normalement. Il y a toujours cette petite phase de débriefing, et cette phase de débriefing est extrêmement importante quand on fait un jeu, et cette phase de débriefing, c'est là où justement le comédien s'en va. Donc en fait, c'est ce moment-là qu'il faut assurer, c'est ce moment-là où il faut être animateur et non plus acteur. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une distanciation à avoir. Puisque si jamais, de toute façon, ton Game Master, il est là du début jusqu'à la fin, comme je l'ai dit, et justement, c'est la fin, c'est l'image qu'on va avoir de toi, tu vois. Donc c'est hyper important en fait de casser ce moment-là, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un est comédien, il va assurer du début jusqu'à la fin, ça va être phénoménal, mais par contre au débrief il va te dire bon allez salut au revoir merci bisous. C'était cool, des bisous. Voilà, à bientôt, hein, voilà. Ben là du coup les gens ils vont faire Quoi, c'est tout ? C'est tout. Non, mais voilà, et c'est vraiment hyper important, quoi, de ce moment-là de débrief, d'être, de pas être distant avec ses joueurs, justement. C'est le moment où tu peux descendre la pression, tu peux dire, ok, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Il y a plus de jumpscare. Voilà, je vais plus vous faire de jumpscare, vous en faites pas, c'est moi. Je m'appelle Thomas, je suis gentil, je porte une casquette des Canadiens. Donc voilà, non, c'est. Là est toute la difficulté. Le joueur est un participant actif. Il est donc primordial que le maître du jeu soit assez convaincant en tant qu'acteur pour donner l'entrain nécessaire à l'aventure, mais aussi qu'il soit assez clair en tant qu'employé sur le respect des règles de sécurité et de bienséance au sein d'un espace clos thématique pensé pour la manipulation et les recherches. Amen. Alors la question maintenant qui va se poser, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait la bascule entre ces deux visages. On peut penser au passage du briefing sécurité au briefing scénario évidemment, mais il y a des fois où vous devez passer de l'un à l'autre dans la seconde, que ce soit pour rassurer un joueur car vous imitez vachement bien Jack Nicholson, ou pour faire illusion le temps de gérer un petit problème dans la salle. Aussi, je crois que le jeu d'acteur est vraiment important dans des situations inattendues. Par exemple, une porte s'ouvre dans un jeu qui ne devait pas s'ouvrir avant la finale. Oui, on pourrait rapidement aller cogner à la porte de la salle, entrer, s'excuser, expliquer et fermer la porte, short and sweet, et l'équipe est contente de la réaction rapide. Mais on peut aussi courir, crier en entrant dans la salle et dire « Agent, attention, Codex m'envoie, cette porte doit être fermée le plus vite possible !» et sortir très vite. L'équipe en reste bouche bée et souvent crampée. Utiliser son personnage permet donc de rattraper des problèmes techniques sans que les joueurs ne se rendent compte réellement de ce qu'il se passe. Heureusement pour vous, votre groupe ne sait pas ce qui fait partie de l'expérience de jeu ou non, et s'il vous voit débarquer dans la salle pour faire une action spécifique, il y a de bonnes chances qu'il s'imagine que tout était prévu. L'important, c'est que vous restiez dans votre personnage, tant que vous gardez le rôle, les joueurs vont rester dans l'esprit du jeu.
C'est à ce moment-là qu'il est crucial de savoir passer de l'un à l'autre pour gérer une situation d'urgence dans votre salle. Bien sûr, si un mécanisme se casse ou qu'un mur s'effondre littéralement sur eux, ils vont sans doute se poser quelques questions, jeu d'acteur ou pas. Quoique, il y en aura toujours un. Oh bah dis donc, c'est bien fait quand même les effets spéciaux. On dirait vraiment que le plafond il s'écroule. Hein, t'as vu, c'est bien fait, hein, chérie. Chérie? Eh ben dis-toi, qu'est-ce que tu fais par terre? Malheureusement, il arrive que les Game Masters doivent rétrograder de leur personnage vers leur rôle d'employé d'un coup en plein vol, et c'est souvent pour de mauvaises raisons. Lors du briefing d'un groupe, le maître du jeu va essayer de les mettre dans l'ambiance, leur expliquer le cadre du jeu tout en se montrant sympathique. Mais certains finissent par abuser de cette sympathie pour se permettre des choses qu'ils n'oseraient jamais ailleurs, et là, ça commence à poser problème. Effectivement, certains événements nous font sortir de notre rôle, un jour turbulent ou dans mon cas des propos déplacés. Certes, ça ne leur avait pas plu, mais je devais le faire. On arrivait à garder plus ou moins le rôle, mais quand ça commençait à dégénérer, pour des casseurs ou des joueurs agressifs, nous étions obligés de nous montrer fermes, même si ça ne nous plaisait pas, car ça nous stresse et les joueurs font les frais du comportement de leurs collègues. Donc c'est ça la limite, c'est quand il y a vraiment quelque chose de toxique en fait qui se passe. On a un peu ce rôle de modérateur quand on est Game Master et on doit respecter non seulement l'emplacement, on doit respecter l'endroit, on doit respecter le matériel, on doit respecter aussi le Game Master, l'animateur. Il est là quand même pour faire vivre un bon moment à la base. Il est quand même là pour faire son taf. Rien que faire son taf déjà, ça suscite du respect. Donc il faut qu'il y ait ce respect mutuel. Donc à partir du moment où ça devient toxique, où il commence à casser des trucs genre très violemment, alors quand il y a une case visible, là t'arrêtes le jeu. Pour moi, il y a une marge d'erreur que tu as le droit de respecter, d'accord? Et donc là, tu leur fais comprendre dans le personnage qu'il faut... tu les remets à sa place. Une fois que... Plus ça va et plus tu es habitué à remettre les joueurs à leur place, d'accord? Bon, une fois que ça devient un peu plus lourd, une fois que ça devient plus problématique, bah tu sors ton personnage, tu dis là, ça suffit quoi. Et la troisième fois, si t'as toujours pas compris, bah t'as le droit d'interrompre la partie. Ton escape en général où tu bosses a une politique par rapport à ça. Et je ne ferai que mentionner rapidement tout ce qui a trait à la drague bien lourde, aux malins qui essayent de perturber le jeu ou de provoquer tout le monde. Des comportements qu'on peut difficilement gérer en restant dans son rôle au risque d'aggraver la situation. Après bien sûr, ça dépend aussi du personnage que vous jouez et du contexte. Si on peut et qu'on se sent en contrôle et confortable, on peut ramener les clients à l'ordre dans notre personnage. Certains personnages s'y prêtent mieux, et bien sûr il faut s'assurer que ça va passer. C'est souvent ici que d'autres qualités vont être pratiques. L'observation des micro-comportements, la compréhension du non-verbal, la capacité de ressentir la vibe d'une équipe. Certaines équipes vont souvent trouver ça très drôle de se faire ramener à l'ordre par un personnage, avec des blagues, des insultes pas trop personnelles, des cris, etc. D'autres, non. Souvent, on va le sentir, et si on ne le sent pas, on s'abstient et on sort du personnage. Et si une fois à l'intérieur du jeu, tu leur dis « Ah, mais vous avez fait, je sais pas moi, vous êtes monté sur un truc et que tu l'avais pas, et que tu leur as pas dit dans le brief qu'ils avaient pas le droit, et qu'une fois dans le jeu, tu leur dis « Ah, vous avez monté sur un meuble, attention, la prochaine fois, 5 minutes de temps en moins », bah ça va les refroidir, tu vois, ils vont se sentir trahis, quoi. Mais si jamais il y a un quelconque pépin, moi je rentre dans la salle, mais un gros pépin, attention, hein. Là, je rentre dans la salle, ou en tout cas je l'ouvre, et je dis là par contre tu vas te calmer. Enfin, mais même tranquillement, même là je le dis comme ça, mais non, pour moi il n'y a pas de switch. Le switch il doit être brutal. Parce que du coup, même la personne, si jamais tu lui dis, moi Thomas, je te dis s'il te plaît, calme-toi, ça va se faire parce que tu changes complètement. Si tu le fais en immersion, le mec il va penser que ça fait partie du jeu, c'est pas pris au sérieux. Du jeu. Genre si le mec il pète un truc et que tu lui dis oh mais attention, n'essaie pas de casser ceci. Fais gaffe, vous avez cassé le matériel. Voilà, tu vas casser le matériel. Fais attention, n'utilise pas la force. Au revoir. On peut aussi mentionner ceux qui ne sont pas du tout clients d'avoir quelqu'un qui va jouer un personnage en face d'eux, soit parce qu'ils n'apprécient pas spécialement votre jeu d'acteur, ça peut arriver, soit parce qu'ils sont beaucoup plus impatients d'aller rentrer dans la salle pour jouer que de vous voir incarner les capitaines Nemo pendant 15 minutes. Et dans ces cas-là, il n'y a pas grand chose à faire, allez-y doucement sur la théâtralisation et laissez-les résoudre des trucs, parce qu'il faut s'adapter à chacun de vos groupes et que le prochain va peut-être mieux se souvenir de votre capitaine Nemo que de ce qu'ils auront résolu au final dans la salle. Et là, vous pourrez vous faire plaisir sur les répliques. Les joueurs ultra expérimentés recherchent la performance, le sacro-saint record de temps, et non pas être transportés dans une histoire, une ambiance. Mon rôle se limitait à une sorte de joker ultime en cas de difficulté.
Mes interventions, même scénarisées, étant très peu appréciées, j'imagine qu'elles remettaient en cause leur fierté de hardcore gamer. Il fallait donc se contenter de surveiller et guider sans trop chatouiller leur ego. J'avais le sentiment qu'à leurs yeux, on ne représentait que de simples employés, accessoires associés au jeu. Et bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? J'allais leur faire ma tirade d'Al Capone avant qu'ils rentrent dans le jeu. Ils m'ont dit pas la peine à tout à l'heure. J'ai fait 3 ans de conservatoire, 3, et ils m'ont dit pas la peine. Tu veux un câlin? Oui. Il faut donc savoir sentir son groupe, ce qu'il attend de vous, pour pouvoir leur offrir un personnage sur mesure. Vous devez vous adapter à chaque public selon la situation, et donc forcer le trait sur l'aspect sérieux lorsque les débordements se font sentir, ou les régaler en partant sur une impro de 5 minutes parce que le courant passe bien avec votre personnage. C'est quelque chose qui se développe avec la pratique et un peu d'observation. Et je sais que c'est pas toujours évident, surtout au début, mais heureusement, on a quelques conseils pour vous justement. Numéro 1. Le nouveau Game Master, il doit avoir donc même s'il est timide ou quoi, déjà de base, il faut qu'il ait, je pense, à mon sens, au moins le jeu au bout des doigts. Ça, c'est quelque chose qu'il peut faire. C'est-à-dire connaître tous les mécanismes de jeu, de connaître son brief par cœur, à fond, et ensuite d'être capable de débriefer. C'est au moins, ça, c'est les 3 choses qui sont demandées, sans forcément être à fond dans un personnage, à fond dans son rôle de Game Master. Déjà, il faut se poser des questions. Qui je suis, le nom de mon personnage, l'âge, l'apparence, la profession, etc. Pourquoi je suis là et à qui je m'adresse? Quel rôle je fais incarner aux joueurs? Est-ce que ce sont des agents, des passants, des amis? Quel est mon but? Pourquoi les joueurs voudraient-ils m'aider? Et une fois le personnage créé, il ne faut pas hésiter à lui donner des caractéristiques particulières. Une voix particulière, une démarche singulière, un accent, un look décalé. En fait, peu importe, du moment que c'est quelque chose que vous maîtrisez. Choisissez donc un personnage proche de vous, en accentuant quelques traits de votre personnalité, et surtout qui vous amuse, car le premier convaincu du personnage, ce doit être vous. N'hésitez pas non plus à écrire en avance le petit discours que vous allez faire aux joueurs, et à l'apprendre par cœur. Vous serez plus à l'aise quand vous ferez vos premières sessions avec ce personnage, et par la suite, quand vous le maîtriserez, vous pourrez modifier ce petit discours à l'envi, selon les réactions des joueurs. Donner une voix, une démarche, une attitude particulière à un personnage permet de mieux marquer la transition entre les 2 personnalités. Et par exemple, moi, à la fin de la partie, je félicite les groupes en jouant mon rôle, je termine l'histoire. Ensuite, je me mets de dos pour retirer les éléments de costume, puis je suis de nouveau Morgane pour le débrief. Notre rôle, c'est de les faire s'évader de la salle, mais aussi dans leur tête. Alors il faut éviter le plus possible de sortir du rôle, même si on sent que ça tombe à plat ou qu'on a l'air un peu con. Déjà parce que les joueurs vont ressentir votre hésitation, et ça va gâcher l'essai d'immersion. Et surtout parce que si vous observez bien, il y en a toujours un peu plus réceptif que les autres dans le groupe en général. Concentrez-vous sur lui, et s'il réagit, souvent les autres membres du groupe se décoincent un peu et suivent le mouvement. Ne pas brusquer le groupe non plus, de peur que les joueurs se braquent. Cela dit, nous sommes les maîtres du jeu. On est aussi maître de son déroulement et on a tout pouvoir d'arrêter la session à tout moment si on se sent en danger ou que vraiment les joueurs sont irrespectueux. Il ne faut jamais hésiter à le faire si on se sent réellement agressé. Et n'hésitez pas non plus à prendre quelques cours d'impro, vraiment ça donne des clés qui aident beaucoup après à surmonter ses peurs devant les joueurs. Ensuite, dites-vous qu'au final c'est beaucoup plus simple d'être un personnage que vous-même devant les joueurs. Vous vous cachez derrière le personnage et vous pouvez oser des choses que vous ne feriez même pas dans la vraie vie. Et avec le temps, vous verrez que c'est très confortable d'incarner un personnage qu'on maîtrise bien et ça permet vraiment de s'amuser. L'objectif pour un Game Master, c'est au moins d'être à la hauteur, c'est au moins de lui demander ça, c'est d'être à la hauteur du niveau d'engouement de ses joueurs. Et légèrement au-dessus. Pour que les gens y croient, il faut que tu y crois. Bon, bah on a bien bossé, c'est cool. On a mis un peu la dose sur les témoignages, mais bon, ça rend bien. T'en dis quoi? Ouais, c'est cool. Ça faisait un moment qu'on n'avait rien posté, donc c'est bien. T'as bien pensé à placer l'animation dans la vidéo, pour dire où ça donnait et tout? Oui, ça va. Sérieux, on a à peine terminé la vidéo, t'es déjà en train de jouer? Mais ça va, ça faisait un mois qu'on bossait dessus. C'est bon, là, je vais réfléchir au prochain thème tranquille, et puis voilà. T'as pas fini de glander, oui? T'as rien mieux à foutre? Mais je peux me reposer quelques heures, non? Ah, donc tu veux te laisser dépasser, c'est ça que tu veux. Rien faire pendant 6 mois. Mais j'ai jamais dit ça! Reprends le travail, espèce de glandeur. On va y passer toute la nuit s'il faut, mais tu vas bosser. Allez, bon jeu!
Thank you.